Bonjour à tous. Pour envisager la preuve des droits subjectifs, il faut d'abord parler charge de la preuve et moyens de preuve. La preuve est importante. On peut ainsi citer l'adage que je vous ai créé sur l'écran mais que je ne prononcerai pas, qui se traduit par « il revient au même de ne pas être ou de ne pas être prouvé ». Si votre droit ne peut être démontré, alors il n'existe pas. Commençons tout d'abord par la charge de la preuve. Qu'est-ce qu'on entend par là ? La partie au procès qui a la charge de la preuve est celle chargée d'apporter la preuve. On dit que la charge de la preuve pèse sur elle. Tout d'abord, on le rappelle, un procès met en scène trois protagonistes. Le demandeur, celui donc qui intente l'action, le défendeur et le juge. L'article 1353 du Code civil nous dit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Des deux plaideurs, la preuve incombe donc au demandeur. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation n'a à prouver que l'existence de cette obligation et non son inexécution. C'est celui qui était tenu d'exécuter l'obligation qui aura à prouver cette exécution. Les parties au procès n'ont à démontrer que les faits et non pas le droit, le juge étant censé en effet connaître le droit. Les parties auront à prouver la règle applicable si celle-ci est issue d'une coutume ou d'un usage, d'un contrat ou d'une loi étrangère. Il existe cependant ce que l'on appelle des présomptions. Celles-ci permettent de dispenser une partie d'apporter une preuve. L'article 1354 du Code civil nous éclaire sur cette notion de présomption et voici ce qu'il en dit. La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. Elle est dite simple lorsque la loi réserve la preuve contraire, c'est-à-dire qu'il est possible d'apporter la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve. Elle est dite mixte lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée. Elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée. Les présomptions simples peuvent être combattues par tout moyen de preuve, nous dit cet article. On peut donc en apporter la preuve contraire. Par exemple, l'article 312 du Code civil nous dit que l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Il s'agit d'une présomption simple car la preuve du contraire peut être apportée par un test ADN par exemple ou par la démonstration que le mari était absent pendant la période correspondant à la conception. L'article 1354 nous parle également de présomptions irréfrageables qui ne peuvent être renversées. Cela signifie que la preuve contraire ne peut pas être apportée. À mi-chemin, on retrouve des présomptions mixtes. La preuve contraire peut être rapportée, mais la loi encadre cela. Par exemple, l'article 1733 du Code civil dispose que le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Cela réduit donc les moyens pour le locataire d'apporter la preuve contraire de sa responsabilité. Nous allons maintenant nous intéresser aux modes de preuve qui peuvent être présentés selon différentes classifications. On peut en premier opposer les preuves littérales, donc issues de documents écrits, aux preuves non littérales, les preuves parfaites aux preuves imparfaites, et également les preuves préconstituées, donc antérieures à la survenance d'un litige, et les preuves a posteriori. Commençons par les actes authentiques. Il s'agit d'une preuve littérale, mais également préconstituée. L'article 1369 du Code civil nous dit que l'acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il faut donc un officier public compétent et le respect de certaines solennités, certaines formalités. L'officier public peut être un notaire, un greffier, un commissaire de justice qu'on appelait antérieurement huissier de justice, un officier d'état civil, etc. Ces actes authentiques correspondent donc aux actes notariés, mais également aux jugements, aux actes d'état civil, entre autres. Ils ont une grande force probante et font foi jusqu'à inscription de faux.
Ensuite, on retrouve les actes sous signature privée, qui sont des preuves littérales également. Ce sont des actes rédigés par les parties, mais sans l'intervention de l'officier public mentionné précédemment pour les actes authentiques. Leur force probante est donc plus limitée, ils sont moins sécurisants que les actes authentiques, mais souvent moins onéreux également. L'article 1375 du Code civil dispose que l'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a deux parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé. L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique. Pour les preuves suivantes, nous allons nous contenter de les mentionner. Il existe en premier lieu des lettres missives, qui sont donc des écrits d'une personne adressés à une autre, et qui peuvent servir comme commencement de preuve par écrit ou acte sous signature privée éventuellement. Si c'est une correspondance privée, elle ne pourra servir de preuve qu'avec l'accord de l'expéditeur. On retrouve ensuite les registres des professionnels, et on peut penser aux livres de commerce des commerçants. Pour les registres et papiers domestiques, l'article 1378-1 du Code civil nous dit que les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits. Ils font preuve contre lui. Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu, lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut de titre en faveur de qui il énonce une obligation. L'article suivant, le 1378-2, nous parle quant à lui des mentions libératoires, disposant que la mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur. Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. Enfin, intéressons-nous aux témoignages, aux serments, à l'aveu et aux présomptions judiciaires qui ne sont pas à confondre avec les présomptions légales vues précédemment. D'abord l'aveu. Il peut être extrajudiciaire quand il intervient en dehors de tout procès et judiciaire s'il intervient au cours d'un procès. L'article 1383 du Code civil nous dit que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. L'aveu extrajudiciaire peut être par écrit ou verbal. S'il est verbal, il sera assimilé à un témoignage, alors que l'aveu extrajudiciaire écrit sera assimilé à un acte authentique ou à un acte sous signature privée selon les cas. L'article 1383-1 nous dit que sa force probante est laissée à l'appréciation du juge. L'aveu judiciaire, quant à lui, est d'après l'article 1383-2 indivisible et irrévocable. Indivisible car on doit le prendre dans son entièreté et ne pas en retenir qu'une partie, et irrévocable car celui qui avoue ne pourra pas revenir sur son aveu, le tribunal sera d'ailleurs lié par cette preuve, au contraire de ce qui se passe pour l'aveu extrajudiciaire. La suite logique est ensuite de s'intéresser au serment. Celui-ci peut être décisoire ou supplétoire. Le serment décisoire est réglementé par l'article 1384 du Code civil qui nous dit que le serment peut être déféré à titre décisoire par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties. Le serment décisoire emporte donc la décision. Le serment supplétoire ou déféré d'office est réglementé par l'article 1386 qui dispose que le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties. Ce serment ne peut être référé à l'autre partie. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge. Ce serment ne lie donc pas le juge. Enfin, on peut mentionner les témoignages. Il s'agit d'une preuve imparfaite laissée à l'appréciation du juge quant à sa valeur et sa force probante, comme nous l'indique l'article 1381 du Code civil. Et pour finir, les présomptions judiciaires, aussi nommées présomptions de l'homme, qui sont les conséquences que le juge tire d'un fait connu à un fait inconnu. L'article 1382 du Code civil nous dit que les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. Ça fait plusieurs conditions quand même.
Pour finir, et j'espère ne pas vous avoir perdu car cette vidéo est assez longue, nous allons dire un mot de la recevabilité des modes de preuve. L'article 1359 nous informe que la preuve doit être préconstituée par acte authentique ou par acte sous signature privée pour tout acte juridique dont la valeur excède 1 500 €. Alors le montant n'est pas indiqué dans le code civil puisqu'il est fixé en dehors du code civil pour pouvoir être éventuellement modifié. Parfois, il peut être impossible de se procurer un écrit. Cette impossibilité peut être matérielle comme elle peut être morale. Ainsi, il peut être compliqué de demander à un membre de sa famille à qui l'on a prêté de l'argent d'établir un écrit pour le prouver. L'article 1360 permet donc de déroger à l'article 1359, imposant une preuve préconstituée pour prouver un acte de plus de 1 500 € dans ces conditions. La preuve sera donc libre. C'est quand même un peu dangereux. De même, et cela est dit uniquement à titre d'information, vous le verrez un peu plus tard dans vos études, en droit commercial, la preuve est libre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur la fac de droit. Je vous souhaite une bonne journée et de bons partiels.